Amis internautes de Séné+, bonjour et bienvenue à ce 3e numéro de Enjeux 2019 de votre plateforme Séné+, sur la présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal. Nous sommes ici dans les studios de SUB-IMAX, dans la si bien nommée émission Sans détour. C'est devenu une habitude. Je suis avec Charles Faye, éditorialiste, chroniqueur sur RFM. Charles, merci d'être encore avec nous. Merci Ablaye, bonjour aux internautes de Sénéplus.com et surtout à mon Auguste aîné, cher ami, qui est là aujourd'hui, que je te laisserai dire le nom bien sûr. Avec nous, Marguerite Rosalie Ndiaye, journaliste à la DTV. C'est sa première, peut-être pas la dernière. Elle nous accompagnera. On avait besoin d'une dose genre dans cette émission. Marguerite Rosalie, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, bonjour à Charles, bonjour également à notre cher invité et aux internautes. Ils ne m'ont pas marché sur la langue parce qu'ils me laissent le soin de présenter l'invité puisque, je dois l'avouer, nous sommes très heureux de recevoir Cheikh Tidiane Gadio. Alors, plusieurs casquettes, on ne sait pas laquelle il faut privilégier ici, mais il suffira juste à dire qu'il a été ministre des Affaires étrangères du président Abdoulaye Wade, celui qui a le plus duré à ce poste stratégique, bien entendu. Cheikh Tidiane Gadio est aujourd'hui député, secrétaire général du parti politique le MPCL, député élu du pôle alternatif Sénégal d'Aïdem. On verra bien sûr au cours de ces 52 minutes si le Sénégal prend le chemin ou pas. Monsieur le ministre, c'est votre première dans cette émission depuis votre retour des États-Unis. On ne reviendra pas sur cet épisode qui vous a éloigné du pays pendant quelques mois. On est courtois dans cette émission. Comment allez-vous? Mais je vais très très bien et je remercie Séné+ pour cette opportunité. Je salue tous les amis internautes qui suivent ce programme. Je crois qu'au total, Séné+ fait un excellent travail pour placer notre pays un peu dans l'information moderne, avec un style très moderne et tout ça. Je vous remercie d'avoir évoqué mon retour au pays. C'est même pas peut-être entre nous une question de courtoisie. C'est très bien de poser la question. Il s'est passé un incident extraordinaire que je ne croyais pas arriver dans ma vie. Étant un croyant, je me suis dit que nous sommes surdéterminés par certains événements. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes à la commande de notre destinée. J'ai eu des moments entre guillemets de gloire dans ma vie en signant des accords de paix que tout le monde pensait tout à fait impossible. Et c'était des moments extraordinaires où j'ai remercié le Seigneur de m'avoir mis dans cette position, de servir mon continent, de servir la paix, de servir la réconciliation en Afrique. Et voilà, un jour, je me retrouve dans une autre situation tout à fait différente, où je suis accusé des choses que je considère les plus ignobles au monde, parce que ça a été mon combat en tant que panafricaniste, un nationaliste qui aime son pays, qui aime son continent. J'ai toujours combattu la corruption et le blanchiment, etc., etc. Et je me suis retrouvé tout d'un coup dans une telle situation. Ma riposte était cinglante, elle était fulgurante. J'ai rejeté toutes les charges de la manière la plus catégorique possible. Et ça a été un combat de 10 mois de discussion, comme je l'ai rapporté aux Sénégalais, parce que j'ai rendu compte à mon peuple de ce qui s'est passé et de comment je me suis battu. Et je pense que je me suis battu de façon honorable pour que toutes ces charges soient retirées intégralement, que la plainte soit annulée intégralement et que je puisse revenir dans mon pays. Pour moi, ça vaut de l'or, ça vaut beaucoup plus qu'un simple arrangement ou ce que certains malheureusement ont prétendu, croyant que l'État du Sénégal avait le pouvoir de tordre la main à la justice américaine ou même d'appeler Donald Trump pour lui dire nous avons besoin de ce monsieur au Sénégal, laissez-le rentrer. C'était tellement simpliste et tellement un manque de culture générale sur comment fonctionne le système américain. Toute intervention de mon pays m'aurait enfoncé, littéralement. Parce qu'ils appellent ça obstruction de la justice. Ils ne veulent pas en entendre parler. Donc il fallait avoir le courage d'affronter le défi, le challenge, de le relever. Et je suis heureux aujourd'hui d'être là et de pouvoir parler à ma plus grande base politique en Afrique, qui est constituée par les jeunesses panafricanistes. Et ils sont heureux de savoir que ce combat a été mené, que je suis revenu entier, tout à fait en forme. J'ai fait beaucoup de sport et j'ai l'esprit
tout à fait prêt et encore aiguisé davantage pour les grands combats, pour l'Afrique et pour le Sénégal. Qu'est-ce qui vous en reste pour finir sur ce sujet? Est-ce que c'est une blessure morale? Parce qu'il y a 2-3 façons peut-être de voir les choses. Vous regardez ceux qui vous regardent les yeux dans les yeux et disent oh, on le savait. Ou alors ceux qui ont souffert pour vous et pour qui vous souffrez encore. Ou alors ceux qui se disent tout est bien, qui finit bien. Vous êtes dans lequel de ces situations? En fait, il faut gérer les trois. Dans la vie, parfois, on n'a pas un choix exclusif, n'est-ce pas? Tout va ensemble. Tout ce que vous dites se tient ensemble. Mais je récuse totalement le concept de blessure morale. Blessure morale, ça veut dire qu'on se reproche quelque chose. Si on ne se reproche absolument rien, et si on pense qu'on a été victime de ce que j'ai appelé un malentendu tragique, pour ne pas dire une injustice très très grave, avec la plus grande machine judiciaire du monde, la plus grande police fédérale du monde, et qu'on revienne indemne, et qu'on aille ce qu'on appelle la forme supérieure d'un blanchiment, c'est l'annulation de la plainte, le retrait total de la plainte. Donc je dois être fier que mon histoire, mon parcours, et après vérification, super vérification à nouveau, pendant 10 mois, on est conclu que peut-être il y avait une erreur, peut-être il y avait une incompréhension, et que je puisse revenir. Maintenant, je dois vous dire que 99,99% du peuple sénégalais et des Africains m'ont soutenu. Et ça, c'est plutôt un réconfort moral qu'une blessure morale. Docteur Cheikh Tidiane Gadio est notre invité. Je n'avais pas encore évoqué peut-être le statut qui vous fait le plus plaisir, qui vous fait courir aujourd'hui aux 4 coins du monde. Vous dirigez l'Institut panafricain de stratégie. Vous réfléchissez à la place de l'Afrique dans le monde. Quand vous réfléchissez pour le Sénégal, vous le placez dans un contexte panafricain, dans un contexte mondial. Nous reviendrons tout à l'heure sur cet aspect. Alors, nous sommes dans une émission sur un portail Internet. Nous n'allons pas la dater pour la simple raison qu'elle est regardée tout le temps et à tout moment. Nous sommes quand même à la veille d'une échéance très importante, de l'ouverture d'une campagne électorale pour la présidentielle. Chacun, bien entendu, a fait son choix d'être candidat ou de soutenir un des 5 candidats finalement qualifiés pour la course à la présidentielle. Le MPCL que vous dirigez, vous en êtes le président, a fait le choix de vous donner mandat de choisir votre candidat. Votre choix est porté, on peut le dire, depuis très longtemps sur le candidat sortant, le président Macky Sall, candidat à sa propre succession. Alors, les péripéties ont été certainement difficiles pour le choix. En tout cas, les instances de votre parti en ont décidé. L'histoire nous apprend quand même qu'il y a eu des moments de contradiction entre vous et le camp du pouvoir. Finalement, est-ce qu'on arrive à solder tous les points de divergence pour arriver à soutenir le candidat Macky Sall, pour qui, de par le passé, vous aviez eu parfois des mots très durs, vous aviez eu des mots durs aussi sur les choix politiques qu'on appelle ici, de façon triviale, la transhumance. Est-ce que vous vous considérez comme un de ceux-là? Et qu'est-ce qui peut justifier votre choix de Macky Sall? Et puis, nos éditorialistes sont avec nous dans ce débat. OK. C'est ce qu'on appelle une question qui vient chargée de plusieurs autres questions. Mais c'est très bien. En anglais, ils appellent ça fully loaded. Loaded, c'est vraiment qu'on a mis beaucoup d'ingrédients intéressants dedans. Je dois d'abord dire, mes amis Momar Seyni, qui m'avait invité à la première émission avec Momar Seyni et mon ami Jong, Momar Jong, on avait eu justement cette discussion. Et dès que j'ai pris position, il y a des Sénégalais, je suppose que ce sont des Sénégalais, ont pris votre émission et ont fait le montage le plus malhonnête que j'ai vu, moi, dans l'histoire des montages, en essayant de me faire dire quelque chose tout à fait contraire à ce que j'ai dit. Ce que j'ai énoncé, que je répète dans cette émission, c'est que moi, Cheikh Tidiane Gadio, je dénonce la transhumance de la façon la plus radicale. J'ai même dit que c'était une espèce animalière, parce que le mot transhumance est lié justement à la transhumance des animaux. Et du point de vue de la métaphore politique, la transhumance, c'est quand vous quittez ce qu'on appelle, le président Wade et moi, on a eu d'excellentes discussions, on rigolait beaucoup ensemble sur ces questions. Quand quelqu'un quitte l'herbe sèche, parce qu'il souffre, pour aller vers l'herbe verte, les prairies, c'est ce qu'on appelait la transhumance. Alors moi, ce que j'avais dit dans votre émission à l'époque, ils m'ont demandé si un jour j'allais rejoindre l'APR. J'ai dit que je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, et en plus, que je ne vais pas aller très loin dans ça, parce que je compte beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui me sont très proches humainement dans l'APR. Mais Cheikh Tidiane Gadio
c'est le MPCL et l'APR, c'est l'APR. Donc, j'ai fait une ligne de démarcation très claire, et en disant que je le jurais sur le Saint-Coran. Alors, les petits malins en question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé tout ce qui ne les arrangeait pas. Ils ont fait un petit collage pour dire que j'ai juré sur le Saint-Coran que je ne travaillerai jamais avec Macky Sall. Revoyez l'émission et revoyez ce qui a été dit là-dessus. Vous faites la différence entre je ne travaillerai pas avec l'APR et je ne travaillerai pas avec non, Macky Sall. Que je ne rejoindrai pas l'APR. D'accord. Et que je ne travaillerai pas avec Macky Sall. Je fais une différence entre les deux. Alors, nous avons une forme que je trouve très intéressante au plan politique. Nous avons scellé une alliance. Nous nous sommes considérés comme des alliés. Mon parti, comme vous l'avez dit, m'a donné mandat de contacter, de discuter, de faire le point, de consulter. On a des anciens qui ne sont pas de notre parti, mais qui sont des grands frères, des grandes sœurs, des gens très sympathiques. Nous avons discuté. Nous avons fait le point de la situation de notre pays. Et nous avons pris librement la décision de nous allier avec le candidat Macky Sall, avec plusieurs raisons que je pourrais vous expliquer. Mais une des raisons fondamentales, c'est le droit de tout parti politique et de tout citoyen de choisir librement son camp sans se faire insulter. Comme maintenant, on a pris la tradition de le faire en toute indécence. Quand mon ami Malick Gakou décide de rejoindre Idrissa Seck, en quoi les gens décident que ça, c'est acceptable? Mais quand Cheikh Tidiane Gadio, Macky Sall, Idrissa Seck, qui ont eu un parcours ensemble, qui ont travaillé ensemble, qui ont noué des relations affectives, Macky Sall, vous avez dit utiliser des mots très durs. Je ne veux pas vous mettre au défi. J'ai toujours parlé de Macky Sall en faisant des critiques très décentes et très mesurées parce que Dieu a fait de moi un être très mesuré. Je dis mes désaccords, y compris à ce jour, j'ai des points de désaccord par rapport au septennat passé et j'ai des points d'espoir par rapport au quinquennat à venir. Est-ce qu'à l'ouverture de la législature, et puis je ferai parler nos éditeurs, quand à l'ouverture de la législature, vous êtes un député qui compte amener de la rupture au point de dire que si le rôle des députés dans cette assemblée, ce sera d'applaudir à tout ce que propose le gouvernement, ils n'ont qu'à aller au palais, c'est-à-dire des députés qui allaient siéger au palais. Est-ce qu'aujourd'hui vous souscrivez quand dans cette même législature quand même, les députés ont validé les projets du gouvernement sur le parrainage? Voilà, vous profiterez d'ailleurs pour nous dire ce que vous en pensez, même si c'est un débat qui est déjà dépassé, puisqu'aujourd'hui les candidats qualifiés sont connus. Est-ce que vous êtes toujours en phase avec cette majorité à l'Assemblée nationale? Je précise quand même que vous n'êtes pas membre du groupe parlementaire de la majorité. Hein? Vous êtes député non inscrit. Député non inscrit, et je me considère toujours comme un député indépendant. Et j'étais dans le groupe des indépendants, avec mes amis Cheikh Bamba Dièye, Moustapha Guirassy, etc., Modou Diagne Fada et les autres. Baldé et tous les autres. Voilà. Alors, en réalité, je me considère toujours comme un citoyen sénégalais qui a été élu à l'Assemblée nationale par les Sénégalais en connaissance de cause, c'est-à-dire en tenant compte de mon discours et de ma volonté de rupture sur les questions parlementaires. L'Assemblée nationale n'a pas encore fait sa mue, ne s'est pas adaptée, à mon avis, au contexte d'un pays qui veut se moderniser, y compris moderniser ses institutions. Moi, je veux une Assemblée nationale forte, indépendante, autonome, capable de prendre, d'initier des projets de loi et capable d'étudier les projets de loi du gouvernement en ayant, comme je l'ai dit à l'époque, comme préoccupation fondamentale de servir les citoyens qui les ont élus et envoyés à l'Assemblée nationale. Je disais qu'un député doit cesser d'être le député d'un parti pour être le député du peuple, au service de sa base. Je disais même qu'on doit exiger à chaque député de résider parmi les citoyens qui l'ont élu et de les rencontrer régulièrement, notamment les week-ends, et d'écouter leurs doléances. Et quand il y a un débat sur le parrainage, comment un député qui a un mandat de sa base n'était pas au courant qu'il y aurait un débat sur le parrainage? Mais la moindre des corrections, c'est que moi, malheureusement, je suis élu sur une liste nationale. Si j'étais élu dans le département de Podor, avec ma base de Fouta, de mon arrondissement, mais je serais retourné leur dire, voici ce qui est proposé. Quel est votre sentiment? Bien leur expliquer le projet de loi et demander leur avis. Et sur cette base, j'aurais pris position. Ça n'est pas le cas, donc le député, il fait cavaler seul. Il vient, il s'aligne sur les positions de son comité central, les directives de son bureau politique, etc. Donc au lieu de représenter le peuple, il représente son parti. Ça, je reste totalement opposé à cela. Et je souhaite que dans les années à venir, dans les mois à venir, que ces réformes-là soient appliquées,
Que le député soit loyal à son parti, je le comprends. Qu'il aille discuter de façon très dure avec son parti, je comprends. Mais si ma base me dit on vote non, mon parti me dit on vote oui, je voterai non en conformité avec ma base. Et si vous voulez, je peux revenir sur la question du parrainage et donner mon point de vue. Marie Rosalie, la discussion est libre. Oui, bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le ministre d'État sur les députés. C'est-à-dire que les gens doivent faire leur travail. Donc il y a quand même des avancées considérables encore dans le domaine politique à faire et qui montrent combien peut-être quelque part soit on n'a pas envie d'aller vers cette rupture qui s'impose mais qui viendra, je suis tout à fait d'accord. Mais vous me permettrez peut-être de dire, j'ai beaucoup de respect pour le docteur Cheikh Tidiane Gadio pour deux choses. D'abord 2007, c'est un moment important pour nous autres en Afrique quand il s'est agi de cette rencontre à Accra et je vous ai vu faire un travail considérable par rapport aux États-Unis d'Afrique quand la presse occidentale, et c'est peut-être là que nous autres journalistes sénégalais et africains devons penser que nous devons peut-être nous saisir de cette affaire afin que nous parlions nous-mêmes, pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Ça c'est très important et je l'avais vu faire. Et puis pour avoir aussi été de certaines heures assez intéressantes entre 2011 et 2012 pour le changement et l'alternance, la deuxième alternance. Je suis d'accord, bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup il y a beaucoup de péjoratifs, on met beaucoup de choses dont on n'a pas besoin. Les gens sont libres d'aller et de venir comme ils veulent, c'est garanti par la Constitution. Je ne m'attarde pas sur ça. Moi, peut-être mon problème avec les hommes politiques, c'est de dire des choses et le lendemain d'en dire le contraire. Il va falloir être constant, être mesuré. Il y a une alliance quand on sait qu'il est de la famille libérale. L'étonnant, ce qui m'aurait étonné, c'est qu'il aille chez les socialistes ou qu'il aille chez les extrémistes de gauche, des choses comme ça. Mais il reste dans sa famille libérale, il n'y a pas de souci. Ils ont un projet commun, le libéralisme veut dire ce que ça veut dire. Même si aujourd'hui on fait du keynésien, auquel je ne comprends pas. Charles, vous croyez vraiment, le ministre aurait pu répondre, vous croyez vraiment que c'est des choix idéologiques qui conditionnent aujourd'hui les positionnements des uns et des autres? C'est plus de l'affinité? Non, il y a la transhumance, comme il l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire, je considère transhumance celui qui est toujours avec le pouvoir. Et c'est ce qu'on voit assez souvent. Donc on en a parlé la fois dernière, c'est l'idéologie alimentaire qui fait qu'on ne sera jamais dans une opposition ou trop longtemps. À chaque fois qu'on n'est pas dans le pouvoir, on s'arrange pour y revenir, quel que soit le régime en place. Pour moi, c'est ça la véritable transhumance. Aujourd'hui, par contre, on va vers une présidentielle, ce n'est pas de transhumance, c'est une alliance. C'est une alliance, il aurait pu aller avec Idrissa Seck, qui est libéral comme lui, comme il peut aller avec... Maintenant, est-ce qu'il peut aller avec le PUR? Ça, c'est des idées. Voilà, je pense qu'il va falloir peut-être qu'on analyse aussi les alliances. Plutôt que d'être sur des mots et je veux dire, y mettre tout le monde dedans sans pour autant analyser, moi j'invite à une certaine forme d'analyse. Je trouve plus normal que le docteur Gadio aille chez le président Macky Sall ou Idrissa Seck, qu'il aille au PUR ou chez Sonko. Je ne comprendrai pas à ce moment-là. D'accord. Contrairement à Charles, moi j'aimerais avoir beaucoup plus d'explications par rapport à cette alliance avec le président Macky Sall. Donc on parle même de redevabilité envers le chef de l'État Macky Sall. Est-ce vraiment le cas? Parce qu'on pense que voilà, il vous a soutenu, il vous a accompagné lors de ses périples aux États-Unis. Maintenant, peut-on parler réellement de redevabilité envers le chef de l'État qui aurait expliqué cette alliance de soutien au Maroc? Je crois avoir... Monsieur le ministre, avec votre permission, je complète juste la question de Marguerite, parce qu'un autre sujet d'actualité sur les choix des uns et des autres. Vous n'êtes pas Mamour Cissé du PSD Diantbi, qu'on a vu il y a quelques jours expliquer, choisir le candidat Macky Sall, puisque Macky Sall, président de la République, l'a beaucoup soutenu personnellement dans une épreuve. Il était malade, hospitalisé à l'étranger, et qu'il l'a beaucoup soutenu. On suppose qu'il a financé son opération, sa rééducation et tout. Est-ce que finalement les choix peuvent être déterminés juste par les affinités personnelles entre les leaders? Pour compléter la question de Marguerite. Voilà, donc j'ai trois commentaires. Non, sur la redevabilité. Hein, non, voilà. mais je vais répondre. Parce que la vérité, c'est que j'ai déjà répondu. J'ai fait un point d'information très, très systématique. Elle ne semble pas convaincue. Voilà, sur la question. Non, j'arrive. Un point d'information très systématique où j'ai dit ceci, que le président Macky Sall et moi avons eu, depuis qu'on s'est connus en 99-2000 à peu près, d'excellentes relations humaines. Et j'ai trouvé très élégant de sa part, malgré les divergences qui s'étaient avivées après le référendum de 2016, tout le monde avait constaté que la rupture était consommée entre nous au plan politique.
Donc cet incident est arrivé aux États-Unis, il m'a appelé et nous avons eu une discussion très humaine, très fraternelle. Maintenant, quand on est passé, j'ai dit que si lui, il a eu le courage de s'élever au-dessus de nos différences, et voire de nos divergences, pour considérer l'aspect fraternel de notre relation, l'aspect humain de notre relation, pourquoi moi, je ne peux pas faire aussi la même chose, c'est-à-dire m'élever au-dessus de nos divergences et avoir cette bonne, disons, cette réaction humaine, etc., etc. Mais quand il s'est agi maintenant d'aller sur le terrain politique, d'exécuter le mandat de mon parti, moi j'avais, je crois, deux options. Si j'avais décidé de ne pas travailler avec Macky Sall, je devrais pouvoir justifier pourquoi dans la scène politique actuelle sénégalaise, tel ou tel autre candidat rencontrer notre adhésion, rencontrer notre agenda panafricain, rencontrer notre agenda citoyen. Il y avait des perspectives d'avenir qui nous semblaient assez convaincantes. Et quel candidat aussi était prêt à accepter que dans nos discussions bilatérales, on lui dise voici ce que nous pensons qui ne va pas au Sénégal et qui mérite des changements et des améliorations notoires. Et qui accueille cela avec beaucoup de sympathie et en disant que c'est des remarques pertinentes et autres. Donc on avait le choix tout à fait libre. Moi, si j'avais certaines considérations affectives, morales, au point de ne pas pouvoir participer à ces élections et prendre position contre Macky Sall, si j'étais dans la redevabilité, comme vous le dites, je m'abstiendrais. Je m'abstiendrais. Si vraiment je n'avais pas de convergence ou de plage de convergence avec lui, je m'abstiendrais. Mais ça n'a pas été le cas. Nous avons eu des plages de convergence. En 2-3 points, ouais. Sur quoi, sur quelles idées le candidat Macky Sall, le président Macky Sall vous rejoint pour vous dire que, écoutez, après, on peut avancer ensemble sur ces aspects-là? Si vous permettez juste de conclure, allez-y. Parce que ce concept de redevabilité est très très gênant. Est très gênant parce qu'il introduit un élément de troc, bien sûr, de donnant-donnant. Je vous apporte mon soutien. Certains ont même écrit. Ils ont eu l'indécence de parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas. J'ai dit aux Sénégalais que les factures des avocats aux États-Unis sont extrêmement lourdes et que je remercie mon épouse, mes enfants, pour avoir pris en charge plus de 80% de mes frais. Et je l'ai dit publiquement. Et j'ai dit qu'il y a 4 autres Sénégalais, 3 Sénégalais et un ami africain qui nous ont apporté leur soutien. Et que si eux l'acceptent, je dirai et leur nom, et même je dirai les montants s'ils acceptent. Quand vous payez une facture, je donne un exemple de $100 000, un ami vous envoie $6 000, est-ce que ça règle le problème? Non. Mais c'est un geste d'une immense portée. Et un ami de l'opposition sénégalaise a contribué en me disant, cher, je sais que ça ne règle rien, mais c'est pour te dire toute mon affection, j'envoie, etc., etc. Donc ça vous dit que c'est beaucoup plus complexe et les gens doivent être extrêmement prudents en parlant de redevabilité. Certains ont dit, Macky a appelé Trump, Macky Sall a appelé Trump, et lui a dit, laissez-moi, j'ai besoin de ce... Non, modestement, je sais que c'était dans une autre vie, vous avez été journaliste, vous en avez formé des générations de journalistes. Mais c'est intéressant. On ne va vraiment pas ici, nous... Il a raison. Non, mais Charles, parce que, non, attention, Charles, on doit quand même connaître les États-Unis. Sur cet aspect, on doit connaître les États-Unis. Sur cet aspect, je pense qu'on dit la même chose. Et ça ramène à la moralisation de cette profession. Mais ce n'est pas un problème spécifique au Sénégal. Partout, dans tous les pays du monde, ça se passe à peu près comme ça. Je vous donne la belle information que le magistrat qui est en charge de mon dossier et le magistrat qui est en charge, l'avocat de Trump et de son fils, et qui veut les mettre en prison. Voilà donc ce magistrat qui recevrait un appel de la Maison-Blanche pour dire le Sénégal nous a vraiment imploré, laissez Gadio rentrer. Non, Gadio a mérité le retrait de sa plainte parce qu'il s'est battu, argument contre argument, preuve contre preuve, au point que les gens ont décidé. Et je vous jure que la justice américaine ne décide pas à la légère. Le Southern District de New York, c'est l'élite de la justice américaine. Ils gagnent tous leurs combats. Qu'ils acceptent, dans le cas de Gadio, de retirer intégralement leur plainte, c'est une victoire pour notre peuple et pour les Africains. Parce que je pose la question de pourquoi on est capable de prendre des décisions, d'arrêter des ministres africains, des députés africains, et en toute impunité, et que nos États soient impuissants, que l'Union africaine soit impuissante. C'est parce que l'Afrique a accepté de fonctionner comme elle fonctionne et de ne pas se faire respecter. Ça,
je dis qu'une guerre commerciale Chine-États-Unis, l'Afrique ne doit pas en payer les prix. Et d'autres Africains, au lieu de prendre cette posture, ils prennent la posture de soutenir ou les Américains ou les Chinois contre les Africains. Donc ce débat-là, c'est un débat important. Maintenant, Macky Sall et moi. Charles a révélé un peu le parcours qu'on a eu en commun dans le système WAD. Notre première convergence fondamentale a été le combat contre la dévolution dynastique. Lui se rappelle 2011. Je pense avoir joué un rôle que le président Abdoulaye Wade lui-même, après la défaite, a salué en disant que Gadio, tu étais d'une certaine crédibilité au point que les Sénégalais t'ont cru quand tu leur as expliqué que je voulais mettre mon fils. Parce que contrairement aux autres qui parlaient de dévolution monarchique, moi je lui ai dit que tout dauphinat est une dévolution monarchique. Si Abdoulaye Wade avait dit c'est Gadio mon candidat, je vais l'imposer aux Sénégalais, c'est une dévolution monarchique. C'est Idrissa Seck mon dauphin, c'est une dévolution monarchique. Moi j'ai parlé de dévolution dynastique, père, fils, comme on a eu des cas en Afrique, et je l'ai développé, et je pense que ça a fait mouche, ça a pris chez beaucoup d'intellectuels. Macky Sall a été une des victimes de la dévolution dynastique, du projet de dévolution dynastique. J'ai été une victime du projet de dévolution dynastique, tellement Wade et moi on était proches, et on a mené des combats héroïques que je n'oublierai jamais, et je le lui revaudrai pour le reste de ma vie. Pendant 10 ans, il m'a donné libre cours pour développer et mener le combat panafricain au service de l'Afrique et du Sénégal. Ça, je lui dois ça. Mais malheureusement, j'aurais souhaité qu'il fasse une très belle sortie par la grande porte. Wade aurait même pu avoir une statue au niveau du Sénégal. Tant le combat qu'il menait en 2007 à Accra, dirigeant les chefs d'État, les Kadhafi et tout le monde, Wade était presque un héros pour les Africains. Malheureusement, il est tombé dans le piège, la tentation dynastique, la tentation de la dévolution dynastique. Ça a échoué. Macky Sall en a été victime. Et pendant cette période, Macky et moi, on était soudés. Je ne vais pas tout révéler, mais on était très liés. Mais je me suis affiché publiquement quand tous les ministres de Wade avaient même peur de serrer la main à Macky Sall. Non seulement devant Wade, je lui faisais l'accolade, je lui tenais la main devant Wade. Et quand on l'a décoré à l'ambassade de France, j'étais le seul ministre de la République qui allait à l'ambassade de France. Et les caméras m'ont pris soutenant Macky Sall. Monsieur le ministre, mais cela ne vous a pas empêché quand même, après cela, d'être dans une certaine opposition face au régime du président Macky Sall. Aujourd'hui, la question, je répète encore la question, on aimerait bien savoir sur quoi cette convergence se fait pour que vous décidiez d'aller ensemble. Quelle concession? J'ai donné le background de notre relation. Oui. Je passe sur cela. Maintenant, les divergences que j'ai eues avec Macky ont été très soft jusqu'au référendum. J'ai fait plusieurs sorties, par exemple, sur le G5 du Sahel, vous vous rappelez. J'ai dit que je ne comprenais pas que mon pays, qui a littéralement inventé le Sahel, littéralement, avec Senghor et le SILS, comité de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Et Senghor a théorisé le Sahel. Et on a exclu mon pays. Je me suis plaint, le gouvernement de Macky Sall à l'époque était très mécontent que j'ai annoncé ma position publiquement sur la question. Divergence. Ensuite, j'ai fait partie des premiers, peut-être même le premier, à avoir dit que Benno Bokk Yakaar était devenu une bande des 4 et que tous les autres étaient considérés comme 5e roue de la charrette et que j'étais en désaccord. À l'époque, la bande des 4, je parlais de Macky, Moustapha Niasse, Tanor et Idrissa Seck. Et quand Idi est sorti, j'ai dit que Benno s'est rétréci à 3 leaders, que les autres n'étaient pas considérés et que nous allions sortir de Benno. Finalement, nous sommes sortis de Benno. Sur certaines orientations, le PSE, j'ai donné mon avis aux Sénégalais. J'ai dit que c'est très bien d'avoir un plan, une vision stratégique du Sénégal, que j'ai défendu, moi, devant les Sénégalais, le modèle malaisien, le modèle sud-coréen. J'en ai beaucoup parlé aux Sénégalais, parlant d'une stratégie d'émergence. Mais j'ai dit, et je le maintiens, qu'il est impossible à n'importe quel État africain d'avoir son plan de développement qui ne s'insère pas dans le contexte africain, du point de vue de l'intégration économique, du point de vue du projet panafricain. Mais qu'on m'explique, en 60 ans d'indépendance, pourquoi il n'y a aucun pays africain émergent en 60 ans d'indépendance. Pourquoi en 1960, avec la Malaisie et la Corée du Sud, nous avions quasiment les mêmes PIB. Pourquoi ces pays ont multiplié plus de 100 fois leur PIB et nous avons multiplié quoi, 15 fois notre PIB. C'est parce que nous avons des tares structurelles de l'État africain hérité du système colonial, balkanisé, avec une volonté d'hyper-balkanisation. J'ai eu des convergences importantes avec Macky Sall par la suite dans nos discussions sur ces questions-là. Nous nous sommes entendus et vous avez vu,
Quand Macky Sall a fait une annonce récemment en disant que mon deuxième mandat sera sous le sceau de l'intégration africaine et du panafricanisme, il y a quand même des convergences qu'il annonce aux Sénégalais par rapport à ce que nous avons fait. Quand nous avons fait notre communiqué pour expliquer pourquoi nous avions fait le choix de travailler avec Macky Sall, nous sommes peut-être le seul parti politique à qui Macky Sall a répondu par un communiqué aussi pour saluer la décision que nous avons prise en magnifiant l'apport panafricain que nous pouvions lui faire. Tout ça, c'est des égards, des comportements qui prouvent Monsieur le ministre, tout cela est très politique aussi. Quand d'autres rallient le président Macky Sall, il leur fait une fine fleur aussi en les citant, en les saluant publiquement. Vous avez vu un communiqué? Oui. Non. Si. J'ai le souvenir exact de cet échange épistolaire entre vous et le président Macky Sall, bien entendu. Mais dans d'autres tribunes publiques, le président fait une fine fleur à d'autres personnes aussi qui le rejoignent. Mais vous n'avez toujours c'est pas répondu à ma peut-être tout à fait. question. C'est deux communiqués. Un communiqué disant que nous allons travailler avec lui et voici nos points de convergence. Et un communiqué de sa part disant que nous sommes heureux de pouvoir travailler avec Cheikh Tidiane et son parti. Et nous allons travailler sur... Voilà. Je vous le concède. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez voir vos militants battre campagne pour le président Macky Sall, c'est-à-dire sur les préoccupations des Sénégalais, vous leur dites il y a des convergences sur le plan panafricain, sur les choses sur lesquelles nous, notre vision panafricaniste, le président Macky Sall nous a rejoints sur ces points et c'est pour ça qu'on l'a soutenu. Non, je ne vais pas dire ça et je vais avoir l'humilité de ne pas dire qu'il nous a rejoints sur ces points. Le président m'a dit qu'il a toujours eu effectivement une option panafricaine et une défense de l'intégration africaine. Je voudrais qu'on en fasse plus. Je pense que mon pays, c'est le pays de Blaise Diagne, c'est le pays de Ngalandou, c'est le pays de Lamine Senghor, c'est le pays de Cheikh Anta Diop, de Abdoulaye Ly, de Majmoud Diop. On a toujours été les leaders du panafricanisme, même si Nkrumah l'a emporté et a bâti le premier État panafricain du continent, le Sénégal a toujours eu le leadership intellectuel, voire politique. On ne l'a pas matérialisé malheureusement. Même Senghor a défendu le panafricanisme à sa façon, avec les cercles concentriques. Je ne dirais pas ça à mes militants. Je dirais que du point de vue de notre vision de la situation du Sénégal, du point de vue de notre option pour la stabilité, nous avons pensé que des changements étaient possibles, on pouvait conduire certains changements avec Macky Sall. Je vais vous donner l'exemple d'une chose qu'on a discutée sur laquelle on est tout à fait d'accord. J'ai dit au président que je dirais pendant la campagne que Macky Sall 2019 ne peut pas être Macky Sall 2012. Macky Sall 2012, c'était comme moi, aspirant à diriger le Sénégal. On est venu sans background de l'État à ce niveau-là de décision où tu es le porte-parole du Sénégal, tu prends des décisions pour le Sénégal sur le plan budget, tu décides d'aller en guerre ou de ne pas aller en guerre, ça prend de l'étoffe. Et moi, je trouve que la fonction présidentielle est dépréciée dans ce pays aujourd'hui. Chaque Sénégalais, quel que soit son niveau, et je le respecte, d'ailleurs, tout citoyen a ce droit, pense qu'il peut diriger le Sénégal, que le Sénégal est facile à diriger. Ce n'est pas vrai. Nous sommes un pays qui a un background extraordinaire et je pense qu'il faut faire très attention de ce point de vue. Donc, ce que j'essaye d'expliquer, Macky 2019, c'est Macky 2012 plus 7 ans d'expérience, 7 ans de réussite, 7 ans de difficultés, 7 ans de problèmes. Il faut que le Macky 2019 montre qu'il a tiré des enseignements de tout ce qui s'est passé et des erreurs qui ont été commises. Et en politique, et je lui ai dit le premier jour que le groupe Benno Bokk Yakaar a rencontré le président Macky, je lui ai dit, Monsieur le Président, vous ferez des erreurs évitables et des erreurs inévitables. Inévitables dans la mesure où vous n'aviez pas de background pour jauger la décision que vous alliez prendre. Mais il y a des erreurs évitables, parfois entraînées par l'entourage, parfois entraînées par une décision trop rapide, trop spontanée. Et je pense que il faut être très très vigilant. Et donc pour moi, le leadership, c'est tout cela. Et si je mets tout cela, et le fait que Macky, vous avez vu son programme, 5 initiatives majeures pour 2019-2024, et en disant qu'il s'inscrit dans la démarche prospective et stratégique, c'est-à-dire l'iguel. C'est un peu comme ça qu'il a bâti son programme. Je trouve que c'est bien en faisant les amendements suivants. La meilleure façon de travailler pour demain, c'est de régler l'autosuffisance alimentaire. Un peuple qui a faim ne peut pas se développer. C'est notre point de vue et nous l'avons dit dans notre communiqué. Si un Sénégalais se réveille de 6 h du matin à minuit en train de courir derrière sa nourriture et celle de sa famille, il ne peut pas contribuer au développement du Sénégal. J'aurais voulu, moi, que dans les 5 initiatives annoncées par notre candidat, Macky Sall,
qui est une initiative majeure pour la révolution agricole au Sénégal, l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire des 14 millions de Sénégalais. Ça me semble fondamental. Il n'y a aucun pays du monde, la Corée, la Chine, le Brésil, l'Inde, il n'y a aucun pays du monde qui s'est développé sans avoir réglé le préalable de l'agriculture et de nourrir sa population. J'aurais voulu que ça figure dans le programme de Macky Sall, et je le dirai moi dans la campagne, en disant qu'il faut attirer toujours son attention sur cette question qui me semble importante. Et il y a un autre problème. Le Sénégal, c'est bon d'avoir des projets stratégiques, comme par exemple le train express régional, etc., de montrer qu'on a une vision et de montrer qu'on pense que notre pays mérite ce qu'il y a de meilleur au monde. Mais ça doit être accompagné par le fait que notre jeunesse ne soit pas désespérée, que notre jeunesse n'aille pas mourir dans le désert, se noyer dans la Méditerranée. C'est-à-dire l'aspect social de l'engagement d'un État à nourrir ses populations, à pourvoir des emplois, à régler la question de l'éducation, que personne n'essaie de nous convaincre qu'investir dans l'agriculture, l'éducation et la santé, c'est faire du social, c'est pas investir, c'est investir. C'est ça le Sénégal que nous voulons demain. Et il ne peut être émergent, encore une fois, qu'en travaillant avec le reste du continent africain. Monsieur le ministre, laissez-moi vous faire une confidence. Allez, prenez-le comme une concession et c'est très affectif. Et je peux peut-être être rejoint par nos éditeurs. C'est le genre de débat que nous aurions aimé avoir dans le cadre de cette présidentielle, c'est-à-dire parler d'idées. Charles, est-ce que finalement on pourrait y arriver? Parce que malheureusement, on craint que Cheikh Tidiane Gadio soit juste un soutien de plus dans cette galaxie qui tourne autour du candidat Benno Bokk Yakaar et que les idées qu'il expose ici, qu'il défend, ce débat prospectif, ne soit noyé que par tout ce qu'on entend dans la pré-campagne et qui sera aussi cette campagne de la présidentielle. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre et que Cheikh Tidiane Gadio pourra porter? Malheureusement, je crains qu'il ne soit pas audible. Et c'est peut-être de sa faute parce qu'il n'est pas candidat. Hein. Bon, le ministre d'État souligne des aspects assez intéressants. Bon, maintenant, pendant la campagne électorale, il ne faut pas se leurrer. Si on pense que les candidats vont venir nous parler de programme et que c'est ça qui va faire les différences afin que le peuple ou les électeurs, en tout cas, en désignent un, c'est se tromper. Les gens vont aller vers des opérations de charme. Il va falloir être très talentueux. Le président Macky Sall, il vient, il a un bilan. Bon, est-ce qu'il va le défendre? Encore qu'il ne s'agit pas de ça. Il faut vendre un projet. On ne vend pas ce qui est déjà réalisé, on vend un projet. Et de ce point de vue, je pense qu'il accuse beaucoup de retard pour être resté sûr des choses qui ont été réalisées avec l'argent des contribuables. Il n'y a absolument rien d'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est l'intelligence financière. L'extraordinaire, c'est comment je peux faire passer le cap agricole aujourd'hui de point A à A+. Est-ce que cela est réussi? Comment aujourd'hui je peux faire que les enfants sénégalais, les enfants de nos ministres n'aillent pas dans les écoles privées? C'est inacceptable. Je ne peux pas comprendre qu'au Sénégal, les enfants de nos ministres aillent dans des écoles privées, que les enfants du ministre de l'Éducation aillent dans les écoles privées. Moi, j'ai fait l'école publique du Sénégal. Le ministre d'État a fait l'école publique du Sénégal. Nous sommes très nombreux dans notre génération. Les mauvais, par contre, étaient dans les écoles privées. Voilà la faillite d'un système. Je pense que les Sénégalais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder. Ils sont en train d'apprécier. Ils vont dire, bon, très bien, il y a un phénomène qui est extraordinaire qui s'appelle Sonko, que j'estime être bon, mais construit de toutes pièces. Il y a le PUR, les laïcs vont se dire, est-ce que c'est le bon pari? Il y a Idrissa Seck qui peut rebondir et qui est en train de rebondir. Il y a le président Macky Sall et il y a Madické Niang. Je ne pense pas que les programmes... Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez dire des programmes au Sénégal. Je suis désolé. Moi, vous n'allez pas me vendre votre programme aujourd'hui. Je dois le connaître depuis 7 ans. Quand vous êtes dans l'opposition pendant 7 ans, vous devez avoir... Le projet présidentiel, quand même, pour les candidats, on le présente à la veille d'une campagne électorale. Je suis désolé. Charles, on parcourt le pays. Alors, sur le Yonou Yokoté, 2012, Macky Sall... Je précise, après je vous laisse finir, parce qu'il faudrait que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent aussi, savent de quoi on parle. Le programme d'un candidat, on le présente à la veille de la présidence. On le construit en parcourant le pays de ses différentes expériences. Attention, il vient de dire tout à l'heure, le ministre, vous savez, c'est pour ça que je ris parfois de notre démarche politique. Vous êtes député, on parle de parrainage, vous n'allez même pas dans votre localité expliquer à vos populations qui vous ont élus sur une liste départementale nationale, c'est quoi le parrainage? Après, vous venez vous parler de programme, mais vous vous moquez de qui? C'est ça qu'on vend aux Sénégalais. On nous vend quoi finalement? On ne vend rien du tout.
Qu'est-ce qui se passe dans ce Sénégal? Nous avons 5 candidats, nous avons un pôle de 25, non, je ne sais pas, recalé, ainsi de suite. C'est ça le projet qu'on va nous vendre? Aujourd'hui, le président de la République, pendant combien de mois n'a fait, ou combien d'années ne parle que de son bilan? Mais je suis désolé, ceux qui vont venir, ils vont travailler avec l'argent des contribuables. Ils ne vont pas venir avec l'argent en poche et nous dire voilà ce que nous allons faire. Ils vont trouver l'argent des contribuables avec lequel. Moi, le problème que j'ai, maintenant, j'attends n'importe qui et je défie n'importe qui. Comme on parle par exemple de l'aspect, mais une population, elle tient debout. Pour qu'elle tienne debout, il faut qu'elle soit bien soignée. Très bien, regardons ce qu'est notre dispositif sanitaire. Qui m'en parle? C'est quoi notre santé? Qui m'en parle? Notre éducation, très bien, nos enfants de 5 ans, de 0 à 6 ans parlent Wolof, ils se retrouvent du jour au lendemain dans une école où ils parlent français. Et comme ça, il y a un schisme, il y a une cassure psychologique extraordinaire. Et vous pensez que vous allez construire l'avenir avec ça? Monsieur le ministre, vous pensez que sur ces aspects-là, ok, on s'arrête sur la santé. Ok, on a bien mis en place la couverture maladie universelle. Ça n'a pas réglé les problèmes des Sénégalais, notamment les plus démunis. Et à contrario, d'ailleurs, la couverture maladie universelle, on a eu ce débat-là, mais sur la paille des structures sanitaires à qui on doit beaucoup d'argent. Finalement, c'est comme un cercle vicieux. On met en place une bonne initiative, mais qui par ailleurs paralyse le système. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour le Sénégal de 2019-2024? Ce que je partage fondamentalement dans l'analyse de Charles, c'est qu'on attend effectivement la veille d'une compétition électorale présidentielle et on vient avec 1000 idées. 1000 idées, c'est-à-dire si chaque candidat développe 100 idées, 100 éléments de programme, multiplié par 5, cette fois, vous aurez 500. Vous-même, chroniqueur intéressé par l'actualité, vous écoutez tous ces candidats, on vous prend à côté pour dire sur les 500 idées que vous venez d'entendre, citez-nous 20 ou 30, vous serez incapable de le faire. Ce que je comprends dans ce qu'il dit, c'est que si on fait une réforme globale de notre système, quand quelqu'un est élu, son talent et son leadership s'exerceront dans la capacité à faire des arbitrages. Les arbitrages, c'est quoi? Quel est le secteur qui se porte le plus mal au Sénégal et qui a besoin qu'on investisse massivement dans ce secteur? Je dis, depuis Mamadou Dia, un homme extraordinaire, que Dieu vraiment bénisse son âme, qui aimait ce pays, qui a voulu faire la révolution agricole immédiatement parce qu'il savait que si un peuple n'est pas nourri, d'abord, il ne peut pas être sain. Comment quelqu'un qui n'a pas mangé, vous vous souciez de sa santé? Vous savez que sa santé commence à être détruite à la maison parce qu'il n'a pas mangé. Des enfants vont à l'école toute la journée, comme nous on le faisait du temps de nos mamans dans les années 60-70. Vous allez avec un petit sandwich qu'on vous cachez dans le sac pour qu'à 10 heures à la récréation, vous puissiez... Non seulement vous avez pris le petit déjeuner, vous allez déjeuner et vous allez dîner. En plus, on vous donne un petit sandwich à amener à l'école. Il y a des jeunes aujourd'hui qui bénéficient d'un repas par jour et qui n'ont absolument rien d'autre et qui regardent un instituteur leur parler, expliquer, ils ne comprennent absolument rien parce qu'ils ont faim. Donc ce que moi j'essaie de dire, un leader doit pouvoir faire preuve de capacité d'arbitrage. On ne peut pas aller dans toutes les directions. Il faut nécessairement, dans tout système humain, il y a une locomotive. Il y a un point d'entrée à partir duquel tout le reste bouge. Moi je pense que c'est d'abord régler les fondamentaux du développement par l'agriculture, l'éducation, la santé. Il faut que ça aille ensemble. Quelqu'un ne peut pas être sain, avoir un bon système sanitaire si les gens ne sont pas éduqués, s'ils font le contraire de ce que recommandent les médecins chaque jour. Il faut les infrastructures, mais il y a des choses, la santé commence par nous-mêmes. Nos comportements, ne pas boire de l'eau sale si on a de l'eau propre. Si on ne fournit pas de l'eau propre, on boira l'eau... Monsieur le ministre, je si vous deux permettez, secondes, juste deux secondes, sur une préoccupation quand même... Mais je veux conclure sur oui. ce point. Si on rationalisait le débat politique au Sénégal, 300 partis politiques, on les ramène à 4 ou 5 partis politiques. Et ces 4 ou 5 partis politiques ont des programmes de base qui existent pendant toute la mandature. C'est-à-dire que vous lisez le programme d'un panafricaniste qui vous intéresse, comme Gadio, pendant 5 ans. Vous n'attendez pas la veille des élections pour que Gadio vienne vous dire « Maintenant, j'ai réfléchi, j'ai toutes les solutions miracles au problème du Sénégal, les voici, croyez-moi, vous me mettez au pouvoir, je vous règle tout. » Mais monsieur le ministre, pourquoi vous, MPCL, vous avez créé votre parti, vous estimez que vous avez une place à occuper sur l'échiquier politique de 300 partis politiques. J'ai l'impression que vous dénoncez le système, mais vous roulez dans le même système. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait une convergence avec d'autres partis panafricanistes. Il doit bien en exister. Mais chacun veut avoir sa chapelle, finalement. Je peux vous dire 2 choses rapidement. Dites-nous, oui. Les 300 partis sénégalais, à 1, 2 ou 3, 4 exceptions près, ont tous marqué qu'ils veulent travailler pour l'unité africaine.
Donc, il n'y a aucune nouveauté à dire cela. Par contre, un parti qui base son programme sur l'intégration africaine, le panafricain et la citoyenneté au Sénégal, nous sommes, de ce point de vue, franchement uniques. Unique. Les gens même disent que nous sommes des rêveurs, nous parlons tout le temps de panafricain. On les a agacés au départ et aujourd'hui, notre discours est en train de triompher parce que tout le monde maintenant reconnaît qu'on est dans l'impasse. Deuxième point, lors de notre conseil national le dimanche passé, j'ai fait une proposition. J'ai dit que les 60 partis ou plus qui se sont coalisés autour de Macky Sall, si jamais ils remportaient les élections, ce que nous souhaitons, pourquoi ces 60 partis, mouvements citoyens, tout ça, ne peuvent pas créer une union de la majorité présidentielle avec un autre nom? Si nous, le volet panafricain est pris en charge, nous sabordons notre mouvement, nous travaillons dans le cadre de cette union. Et si les partis de l'opposition, si Idrissa Seck a un pôle, un autre leader a un pôle politique qui est divergent du pôle que nous avons, et arrive à coaliser 50, 40, 30 partis, je vous jure qu'on peut se retrouver avec un débat sain autour de 4 et que les compétitions maintenant soient à l'intérieur des partis. C'est-à-dire si moi je suis dans une mouvance avec 20, 30 leaders qui viennent d'autres partis, on n'a qu'à compétir à l'interne, avoir nos propres primaires pour que la veille des élections, c'est là où je pense que la veille des élections, on est 4 ou 5 leaders qui se présentent devant. C'est là où je pense que le parrainage, et nous l'avons dit nous en tant que parti, le concept, c'est-à-dire l'objectif du moins, était extrêmement louable. Pour le coup, Monsieur le ministre, on va vous dire que vous n'êtes pas original parce que vous le savez, il existait une union de la majorité présidentielle quelque part dans un autre grand pays et que ça n'a pas fonctionné et que c'est devenu les Républicains. Non, vous n'avez pas compris. Non, en termes d'originalité, quand je parle de convergence d'une majorité présidentielle, j'ai dit non seulement lui donner un autre nom, et j'ai dit que je parlais d'une alliance sincère où à l'intérieur, les leaders pouvaient compétir. Est-ce que ces gens ont fait la même chose? On peut faire des alliances de façade, créer une union pour aller à l'élection présidentielle. Dès le 24 février, si Macky Sall l'emporte, qu'on éclate en 1000 morceaux, que chacun aille dans sa direction. Vous êtes prêt à intégrer, enfin, parce que ça nous ramène finalement à ce sur quoi on a commencé cette émission, votre intention de ne jamais rejoindre cette chapelle autour de l'APR, mais vous serez prêt aujourd'hui à fusionner, fondre le MPCL dans une grande dynamique de 60 partis, oui. Et je ne parle pas de l'APR, je ne parle pas du... Avec l'APR comme noyau quand même, du Benno, de cette coalition présidentielle. Est-ce que vous savez, l'APR a eu un problème qu'elle n'arrive toujours pas à résoudre. Et Macky le reconnaîtra, n'importe qui le reconnaîtra. Il n'est toujours pas allé en congrès de toute façon. Vous avez vu, c'est créer une super machine électorale, remporter les élections en 3 ans, et cette machine électorale n'a jamais pu se transformer en parti, avec des structures et avec une hiérarchisation verticale, horizontale. Jamais pu. Monsieur le ministre, vous théorisez concrètement un grand parti autour de tous ceux qui sont autour de la candidature du président Macky Sall. Je parle d'un grand rassemblement, comme les grands rassemblements RDA, Rassemblement démocrate. Dans notre Conseil national, nous avons souhaité que ce parti existe, ce grand rassemblement, et que ce grand rassemblement prenne contact avec les autres pays africains de la sous-région pour qu'on aille justement vers les grands ensembles au plan politique. Alors, Marguerite, je m'excuse, les dames n'ont pas eu beaucoup de... Allez. Pas de souci. Le ministre a parlé tantôt de l'agriculture comme moteur de développement du Sénégal, également sur la base de programmes et d'idées à développer lors de cette campagne. On a vu que votre candidat, le président Macky Sall, avait misé sur cette agriculture-là et il avait même prédit l'échéance 2017. Pour l'autosuffisance en riz. Jusque-là, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez vendre concrètement au peuple sénégalais lors de cette campagne? Monsieur le ministre, vous nous le faites court parce que j'ai envie de vous entendre sur l'Afrique. D'accord. Court, ça veut dire, comme disait Charles, moi je n'irai pas en campagne pour défendre des bilans. Les Sénégalais ont vécu dans leur chair, dans leur quotidien, les bons points comme les points qui n'ont pas fonctionné. Il faut respecter le peuple, il faut savoir qu'il sait ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Si vous venez avec des idées nouvelles, présentez ces idées nouvelles. Et si vous-même, vous prenez en charge le bilan de ce qui n'a pas marché, pour dire nous avions voulu ceci, nous avons fait quelques erreurs de jugement, les résultats ne sont pas bons, nous nous engageons à changer la démarche et on fera ceci, on fera. Donc ça, je trouve que ça peut être une bonne chose. Maintenant, je n'ai pas dit que l'agriculture était seule locomotive. J'ai dit que c'est une... Non, je vous dis même que c'est une conditionnalité. Je ne connais pas de peuple. Comme disait Cheikh Anta Diop, Cheikh Anta Diop disait, je ne connais pas de peuple qui s'est développé dans la langue d'autrui. On cherche encore ce pays, il n'existe pas. De la même manière que je ne connais pas un peuple qui s'est développé sans avoir réglé l'agriculture.
Mais comment on fait, monsieur le ministre? Parce qu'on a une production record d'arachide, 1 400 000 tonnes. Attendez, Charles, je finis sur cette idée-là, parce que j'aimerais quand même que ça apporte quelque chose chez nous. L'arachide, on a une production record, mais on ne sait pas quoi en faire. La production même d'huile est sur le marché, on ne sait pas quoi en faire. Charles, comment on fait avec cette articulation-là? Est-ce que vous savez qu'à un moment... Je prends l'exemple sur l'arachide, j'aurais pu prendre le riz et autre chose. Si je ne me trompe pas, oui. Si on vérifie les années 60, début des années, Sénégal était quasiment 2e ou 3e producteur mondial d'arachide. L'ONCAD était là, l'arachide coulait à flot, l'argent de l'arachide coulait à flot. Les gens se sont bien amusés, n'est-ce pas, la zone arachidière, les gens, sac ou khalis, ça date de cette période où les gens se promenaient avec des sacs d'argent. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? D'abord l'arachide, on ne nourrit pas un peuple avec de l'arachide systématiquement. M'a fait c'est une fois par semaine ou une fois par mois, c'est pas tous les jours. J'arrive. Le mil, le riz, la production, et même il y a une révolution agriculturelle importante dans le monde. Les Chinois l'ont compris. Les céréales, c'est très lourd à faire. Ça consomme la terre et autres. Les gens sont allés vers les fruits et légumes. Et quand les Chinois ont résolu cette transition agricole, comme disait mon ami le professeur Moussa Seck, le plus brillant agronome du Sénégal, d'après moi, 500 millions de bras se sont libérés pour aller à l'assaut de développement de la Chine et en moins de 20 ans, on fait une puissance mondiale. Ce que j'essaie de dire, c'est pas comme le président Wade a fait avec Goana, qu'on arrive à 1 million de tonnes de cassave, partant de 100 000 tonnes à 1 million de tonnes. On n'a pas réglé le problème de l'agriculture. C'est une démarche globale. Ce que je souhaite dans le prochain mandat, c'est que les agropoles, c'est la seule stratégie pour avoir 500 000 emplois chez les jeunes, voire 1 million d'emplois. Vous prenez la ville de Matam, vous avez le fleuve Sénégal. Facile de faire de l'irrigation. Au nom de quoi? Comme dit Moussa Seck, un Sénégalais peut venir, se mettre devant le fleuve, prier le Dieu de nous donner de l'eau. Alors que vous avez de l'eau sous les pieds. On est presque à la fin, malheureusement, Charles. On est vraiment... Ça veut dire les débats, il faut poser... Le ministre d'État a raison. Comment peut-on laisser le fleuve Sénégal se déverser dans la mer? Je pense que comment peut-on ne pas faire une agriculture à valeur ajoutée? Je dois croire que les choses ne sont pas aussi simples qu'on nous le présente. Depuis le temps, je pense que ce serait résolu. Charles, excuse-moi, mais j'ai juste envie d'entendre le ministre sur l'Afrique, monsieur le ministre. Frère, il faut répondre aussi. Si vous pensez que les choses ne sont pas aussi simples, dites aux Africains, dites aux Sénégalais et aux Africains, pourquoi l'Afrique a les plus grandes ressources hydriques du monde, ressources hydriques. Et l'Afrique, quand vous prenez les 20 pays du monde qui pratiquent l'irrigation et qui sont les premiers en agriculture, le premier pays africain vient en 19e position et c'est l'Égypte. 19e position. Pourquoi nous refusons l'irrigation? Je vais vous dire la plus grande contradiction africaine. Nous sommes délimités 40 degrés nord, 40 degrés sud, pliés en 2 parties. Absolument. Nous avons 6 mois au nord, 6 mois au sud, la même agriculture. Et on ne fait rien du soleil. Monsieur le ministre, sur l'Afrique, allez, sur les dernières actualités, on va prendre le prétexte de cela. L'Union africaine a failli quand même régler à sa façon le processus électoral en République démocratique du Congo. Je pense qu'on est tous en phase que ça a été un échec. Qu'est-ce qui aujourd'hui devrait être le moteur de l'Union africaine dans les processus démocratiques qui est aussi un vecteur de développement? L'Union africaine a été fondée sur un paradigme erroné. Je l'ai toujours dit et je respecte cette vision que je vais maintenir jusqu'à ce qu'on accepte de changer l'Union africaine. Comment peut-on créer une union d'États qu'on appelle tout de suite indépendants et souverains? Indépendant et souverain. Au nom de ce mot souverain, vous ne pouvez pas... vous voulez vous prononcer sur le Congo, on vous dit, mais pour qui vous prenez-vous? En toute souveraineté, nous pouvons organiser nos élections comme on veut, déclarer quelqu'un vainqueur qui a 20% et prendre quelqu'un qui a 60% et le déclarer battu. Ça, ce n'est pas votre problème, c'est à l'interne. Ce que je déplore, l'Union africaine, tous les objectifs qui lui étaient assignés depuis l'OUA, ramener la paix partout dans le continent. Est-ce que vous avez la paix partout dans le continent? Créer les conditions de développement socio-économique dans le continent. Où est le développement socio-économique? Créer une coopération exemplaire entre pays africains. Est-ce que vous avez une coopération exemplaire? Développer une monnaie commune, développer une diplomatie commune, développer, etc. Est-ce que vous avez tout ça? Une citoyenneté africaine commune. Tout ça, c'est pour dire que, en plus je disais le financement de l'Union
africaine, on développe d'excellents programmes, tout le monde applaudit, et on dit solution africaine aux problèmes africains. Le lendemain, vous prenez l'avion pour aller à Bruxelles demander de l'argent. Comment, avec l'argent des autres, vous pouvez apporter des solutions africaines aux problèmes africains? Je suis désolé. Monsieur le ministre, ce sera le dernier mot. Nous avons été ravis de vous recevoir. Je ne sais pas ce qu'il faut vous souhaiter. Bonne campagne, bonne chance pour votre candidat, le président Macky Sall. Vous allez battre campagne quand même? Bien, je vais contribuer à la campagne de notre candidat dans mon département, parce que je crois qu'ils ont choisi une campagne où chacun essaye de remporter son département pour qu'on remporte tout le pays. Et puis il y a une proximité, et les engagements qui sont pris par des gens connus de la localité, ça me semble plus sérieux. Je participerai, mais je veux dire une chose, si vous le permettez. Je ferai une campagne correcte, courtoise. Je n'insulterai personne. Vous n'avez pas de nervis? Je n'ai pas de nervis. Je ne jugerai aucun Sénégalais a priori. J'écouterai même le programme des autres candidats pour m'instruire. J'ai fait mon choix, il est clair, et je ne bougerai pas de ce choix. Mais en même temps, toute personne qui prône la violence nous trouvera sur son chemin, parce que nous sommes un peuple très grand, très pacifique. Et heureusement que nous utilisons la parole pour faire de la violence verbale, mais on ne va pas au-delà. Et heureusement qu'on garde les machettes et les pistolets dans les maisons et qu'on aille débattre des idées pour l'intérêt supérieur de notre pays. Cheikh Tidiane Gadio était notre invité dans ce 3e numéro des Enjeux 2019, Sans détour, votre émission sur la plateforme Séné+. J'ai été très ravi d'être avec Charles Faye et Marguerite Rosalie Ndiaye. À très très vite pour ce suivant numéro de Enjeux 2019 dans cette campagne de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Monsieur le ministre, merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie, le temps a été très court. En effet. Mais on le dit souvent, c'est quand c'est bon que c'est court. Merci. Merci.